Le grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Cette émission se tient en marge du festival Vivre Ensemble qui se déroule actuellement à Tumboutu. Et sur place, des acteurs du monde de la culture sont réunis en faveur d'une rencontre dénommée Culture commune. Et comme vous le savez, depuis la période post-crise, des activités culturelles se tiennent un peu partout dans le pays. Et pour les organisateurs de ces événements, ces activités consistent à braver des obstacles pour la promotion du vivre ensemble. Qu'en reste-t-il donc de la culture malienne après tant de péripéties qu'a connu le pays? C'est la grande question de notre émission de débat de ce soir qui sera longuement débattue par nos invités, tous des acteurs culturels, Alioune Frandiaye de Blomba, Adama Traoré de Acte 7, Chab Touré qui est ingénieur culturel. Auditeurs, téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous rappelle que cette émission se passe en plein air au pied du monument Flamme de la Paix situé au quartier Abaradjou à Tumboutu. Première question, tour de table. Nous sommes à un festival et je vais commencer la question par Adama Traoré. C'est quoi un festival et quels sont les ingrédients qui y rentrent dedans? Un festival, c'est une manifestation organisée par une personne physique ou morale à une date qui a la spécificité, c'est qu'il y a l'identité de l'événement, ça dépend de sa périodicité, ça dépend de son nom. Donc cette manifestation qui regroupe différents acteurs culturels a eu un moment précis de l'année, c'est ça comme une définition qu'on peut donner d'un festival. Alioune Frandiaye, est-ce qu'aujourd'hui, partant de la définition que Adama Traoré vient de donner, les ingrédients nécessaires se trouvent dedans aujourd'hui? Bon, un festival, ça dépend aussi de l'engagement de la personne qui l'organise et de ses objectifs. Le festival, il peut être politique aussi. Il peut être culturel, artistique, il peut être culinaire. Comme vous voyez, Festival du Divi actuellement qui cartonne à Bamako. Mais ici, à Tombouctou, on a décidé de mettre comme ligne d'action le vivre ensemble. Et c'est l'actualité qu'il demande. Je pense que dans cette ligne éditoriale, tous les ingrédients sont réunis pour faire un festival du vivre ensemble aujourd'hui à Tombouctou. Chab Touré, vous êtes natif de Tumboutu et ce festival du Vivre Ensemble est à sa 9e édition. Du début à aujourd'hui, est-ce qu'on sent réellement ce vivre ensemble à travers ce festival-là? Merci Mariam. Mais en fait, le festival, ce festival, moi je pense que déjà à l'origine, c'est un festival assez particulier parce que j'étais parmi les premières personnes à critiquer très méchamment l'idée d'un festival qui s'appellerait Vivre Ensemble au début, les toutes premières éditions. Mais en fait, il m'a fallu 3 éditions, vivre 3 éditions pour me rendre compte qu'en fait, la pertinence de leur festival est liée justement au fait que il ne part pas de la culture pour arriver à un objectif social comme le vivre ensemble, mais il partait d'un objectif social pour arriver à la culture. En fait, les premières éditions, l'activité artistique et culturelle était très faible, n'était pas structurée. Mais au fur et à mesure, le fait de créer cette présence commune et collective de toutes les communautés au sein d'un événement pendant un moment précis et qui s'ouvre aussi au reste du Mali, ça leur a donné au bout de 4 éditions une force importante en tant que moment. Et moment festival, moment festif, moment de fête, moment d'union et de communion. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un aspect qui peut venir un peu plus fortement dans le festival, mais il va venir avec le temps. C'est la prise en compte de tout ce que
ce qu'implique des concerts géants, des activités annexes comme la foire, comme les débats et les conférences. Comment structurer tout ça autour de thématiques et d'idées précises. Ça, c'est vraiment un truc qui peut venir avec le temps, mais ça fonctionne franchement bien déjà. Alors, Chab Touré, vous l'avez écorché dans vos propos, il y a les concerts géants. Mais on a l'impression également que pas que pour ce festival de Vivre Ensemble, que les festivals, on met plutôt l'accent sur ces concerts géants-là. Entre-temps, on oublie un peu les activités connexes. Ouais. En fait, justement, l'idée du festival, c'est comment, Alioune a dit tout à l'heure, ça dépend de qui l'organise. En fait, on a un problème énorme dans ce pays, il faut, à un moment, on espère que ça va s'arranger, c'est que quel est le profil de l'organisateur de festival? C'est-à-dire, d'où vient-il pour devenir organisateur de festival? Et il ne s'agit pas de dire qu'il faut être forcément un artiste ou un acteur culturel averti pour pouvoir organiser un bon festival. Non, il faut savoir comment moi je peux venir de l'agriculture et décider de faire un festival autour de l'agriculture. Qu'est-ce que j'utilise comme expertise pour pouvoir l'organiser? C'est ça le truc. Quel est le contenu? Si je veux faire un contenu du festival, à qui je veux m'adresser pour avoir un festival qui remplisse toutes les cases, qui coche toutes les cases? C'est juste ça, à mon avis. Et c'est vrai qu'il y a des experts au Mali qui sont capables d'organiser n'importe quel type de festival, à condition que leur expertise soit sollicitée. Alioune Ifrandjaye, je viens vers toi. Comment se porte aujourd'hui le monde de la culture après la période de crise qu'a connue le pays? Ben, pour parler franchement, mal. Mal en termes on va dire, de capacité de création, mal en termes de quand une œuvre existe, comment faire que cette œuvre vous permette de vivre. Mal aussi du fait que un accès organisé et régulier n'est pas organisé pour le grand public. Donc ça fait que au niveau de la création, au niveau de la production et au niveau de la diffusion, et au niveau de l'organisation même du rencontre entre l'œuvre et le public, malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas organisé aujourd'hui au Mali. Et tout est presque déconstruit. Ça fait que maintenant, les gens se débrouillent. L'artiste, il va trouver un parrain ou une marraine pour pouvoir se trouver une économie. Et quand tu trouves un parrain, une marraine, bon, vous ne pouvez que produire quelque chose pour plaire, contenter le parrain ou la marraine. Donc on sort véritablement d'une pratique artistique d'artistes qui se créent une identité culturelle, une identité artistique, qui développe à l'entretien d'un univers symbolique commun, en phase avec les vrais enjeux. Maintenant, on a des artistes maintenant qui sont en mode survie. Qui dit mode survie, on se crée une économie qui nous sort de la vraie pratique de créativité, de création artistique. Malheureusement, c'est le cas. Mais maintenant, il faut qu'on travaille pour y sortir. Mais au même moment, nous avons certaines activités culturelles, des rendez-vous culturels qui s'y tiennent normalement depuis la période post-crise. Ou bien il y a un secret où c'est le public qui fait que cela se passe. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est tout ce que je peux dire. Non, c'est-à-dire, on aimerait que ça soit mieux été. L'arbre, comment ça? En fait, il y a une dynamique artistique et culturelle qui déconstruit. C'est-à-dire, si je prends la musique, un jeune artiste, il sort, il fait un buzz dans les réseaux sociaux, il se fait acheter, et il vend les tickets. Les tickets sont distribués gratuitement parce qu'un parrain ou une marraine a acheté, et puis le public vient. Il n'y a pas de proposition artistique. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est pratiquement dans tous les niveaux. Et il est temps qu'on en sorte. C'est-à-dire il y a une bulle, qui fait croire que l'activité artistique et culturelle est dans une bonne dynamique. C'est de la poudre au vent. Vous avez compris, madame. Adama, est-ce que vous partagez également cet avis d'Alioune Ifrandjaye que ça va mal
dans le monde de la culture en général. Oui, vous parlez beaucoup de ces festivals, mais il faut quand même aussi qu'on pense à l'identité des festivals. Il y a beaucoup de festivals qui existent, qui sont des festivals touristiques, qui ne sont pas culturels. Parce que ces festivals se contentent de prendre des artistes à un moment donné de leur carrière et de les programmer en diffusion. Mais si vous allez gratter derrière, quel est le travail que ces festivals mènent pour faire en sorte que demain, dans leur programmation, des artistes qu'ils ont aidés, appuyés et qui arrivent à maturité et qu'ils préparer un plan de carrière pour ces artistes-là. Non, les festivals n'ont pas forcément cette identité. Et donc, les festivals, après, donc, c'est beaucoup plus des objectifs de tourisme social ou artisanal. Mais un festival qui se dédie à l'aspect création, appui aux artistes, qui leur donne des moyens pour faire de la création, qui les aide à diffuser, qui aide à structurer leur plan de carrière, cela n'existe pas. Et alors quand cela n'est pas dans l'identité des festivals qui sont beaucoup plus... J'ai vu déjà un moment un ministre de la Culture du Mali qui, à la sortie d'un festival, avait dit « Ah oui, c'est une très belle réussite parce qu'il y avait 30 000 touristes, il y avait 15 000... » Ça, c'est des indicateurs d'un ministre du Tourisme, mais qui n'est pas l'indicateur pour le ministre de la Culture. Aujourd'hui, il faudrait arriver à faire en sorte que nous mettions bas à terre et que nous essayons de voir dans ces différentes manifestations quels sont les indicateurs qu'on va cibler par rapport à la culture. Est-ce que parmi ces indicateurs-là, ça n'inclut pas également qui peut organiser un festival aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est clair que dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a un grand travail à faire de labelliser et de travailler sur la labellisation des festivals. Quels sont les festivals d'intérêt communal, régional, national, international, et aussi voir quels sont tout à fait les indicateurs et les objectifs qui visent la manifestation. C'est-à-dire qu'on peut organiser une manifestation de façon périodique en réunissant des gens avec des objectifs qui ne sont pas des objectifs culturels. Mais cela n'empêche, on peut avoir d'autres objectifs qui peuvent être très valables. Mais moi, je me situe dans le champ stricto sensus culturel. Et en ce moment-là, je cherche à travers ces manifestations quels sont les indicateurs qui, pour moi, m'intéressent. Et je pense aussi que, tout comme on ne va pas demander à un charpentier de faire une opération de cœur, n'importe qui ne peut pas s'improviser directeur artistique. Surtout, ils se disent directeur artistique, quoi. Et c'est là où je me pose beaucoup de questions. Alors, Chab Touré, il l'a dit, n'importe qui ne peut pas s'improviser directeur artistique d'un festival. Mais selon vous, est-ce que si certains événements culturels répondent également à des réalités sur le terrain? Oui, en fait, le festival, on est dans le cadre d'un festival, donc on parle beaucoup de festival, mais en fait, le festival fait partie de ce qu'on appelle le dernier domaine de l'axe culturel. L'axe culturel commence où? Il commence dans la production. Lune parlait tout à l'heure de production, moi je parle de création-production. C'est-à-dire, il faut des gens qui créent des œuvres. C'est-à-dire, quand tu veux faire un festival de musique, il te faut quoi? Il te faut des musiciens, c'est-à-dire des bons musiciens. Que tu puisses programmer des musiciens qui font venir du monde. La création est le point de départ, mais si tu ne t'occupes que de prendre des gens déjà formés, que deviendra ton festival lorsque tu auras montré tous les gens déjà formés? Au bout de 20 ans, un festival commence à vivre, il commence à être un festival à partir de sa 7e édition. Si tu n'as rien fait pendant les 7 premières éditions, tu peux très vite épuiser ta matière artistique. Donc la création est un élément important de la chaîne qui aboutit
au festival. Donc si tu ne t'occupes pas de ça et que tu ne sais pas comment les autres qui doivent s'en occuper s'en occupent, la chaîne se casse à un moment ou à un autre. Et notre problème au Mali, c'est que les gens ne voient que la partie finale, c'est-à-dire la diffusion. Le festival est un aspect de diffusion. Mais avant la diffusion, il faut former les gens à la création, il faut les aider à créer, parce que tu formes un artiste qui sort de l'INA, il est musicien, il est formé, il a un diplôme, mais comment il devient un créateur? Il faut lui donner la possibilité de s'exercer à la pratique. Tu sais, quand on sort de l'école, c'est à ce moment que commence la formation artistique. À l'INA, on ne forme pas des artistes, on ne sort pas des écoles d'art en tant qu'artiste. On commence sa carrière, son apprentissage d'artiste sur le terrain quand on a fini l'école. Et celui qui n'a pas la chance d'avoir un soutien pour devenir un créateur, il est sorti de l'INA, il a fait musique, mais il ne deviendra jamais un artiste musicien. Justement, Chab vient de le dire. Qu'en est-il aujourd'hui de ce vivier-là? Parce qu'il l'a dit, la création également, c'est un métier, c'est une école. Est-ce qu'on a assez de viviers, c'est-à-dire des ressources nécessaires qui peuvent soutenir nos créations artistiques aujourd'hui dans le pays? On a un potentiel. Le potentiel est là. On a une jeunesse extrêmement créatrice aujourd'hui. Et à tous les niveaux, hein, au niveau du spectacle vivant, au niveau de la création numérique, des arts plastiques, de l'audiovisuel. Franchement, on a un potentiel. Mais ce potentiel-là... Est-ce qu'il est mis en valeur? Non. Il faut une politique nationale pour pouvoir accompagner ce potentiel. Et une politique nationale, Chab l'a dit, c'est créer les conditions de mettre les artistes dans la création. Création, production, et puis ce lieu d'espace de rencontre entre le public et l'œuvre. Et ça, ce n'est pas des indépendants, ce n'est pas des privés qui peuvent le créer. C'est l'État. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, c'est l'État qui crée ces conditions. Il y a cet écosystème qui se met en place, mais maintenant, les pratiques vont différer. Il y a des gens qui vont s'inscrire dans ce qu'on va appeler le show business. Il y a des gens qui vont s'inscrire dans des labos pour pouvoir aider à créer des identités artistiques. Il y a des gens qui, comme moi, comme Adama, comme Chab, qui travaillent dans une certaine pratique d'offre de services publics culturels en tant qu'indépendant. Et ça, il faut une politique publique qui en orchestre tout ça. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Adama Traoré, s'agissant toujours de ce politique publique dont il vient de dire, est-ce que il y a les conditions idoines créées par l'État aujourd'hui pour la promotion des industries culturelles? Le paysage culturel malien se caractérise par des manques. Manque d'aide à la création, manque d'aide à la diffusion, structure de production artisanale. Et malheureusement, des grandes manifestations, comme certaines manifestations festivals, devaient remplir certains de ces manques. Mais malheureusement, on n'arrive pas à comprendre cette fonction des festivals. Je vais être assez terre à terre. Et comme je ne suis pas intégriste, je vais prendre un exemple à deux variantes. C'est-à-dire, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un festival, je dirais qu'un festival, pour ceux qui aiment bien la bière, c'est un verre de bière, il y a le jus et il y a la mousse. Et ceux qui préfèrent le thé, c'est le thé et il y a la mousse. La mousse et le jus. Le jus, c'est le travail qu'on fait au quotidien pour développer des trajets pour des artistes qui arrivent. Mais on ne peut pas avoir que de la mousse qui est de la représentation. Il y a derrière, avant... T'as pas de jus, t'as pas de mousse. Voilà, voilà. Donc il faut travailler pour qu'il y ait du jus. Et aussi, à partir de ce moment-là, des acteurs indépendants peuvent faire, ils font leur travail. Mais maintenant, il y a des prérogatives qui appartiennent à l'État. Et si l'État n'est pas présent à ce niveau en tant qu'acteur,
c'est difficile. Il y a l'État, il y a les collectivités, il y a les acteurs indépendants. Est-ce que vous, acteurs culturels, vous vous réunissez pour faire comprendre cela à l'État également? Mais ce n'est pas à nous. Nous, on est là pour dénoncer, pour crier. C'est à l'État en ce moment de s'occuper de l'organisation et de créer des espaces pour que nous puissions arriver à lui dire, vous avez cette mission en tant qu'État de faire en sorte aussi que l'expression artistique et autres puissent exister. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous sommes obligés encore d'aller prendre des armes chez nos adversaires pour venir nous battre. Parce que ces 20 dernières années, la culture au Mali a été financée par la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, la coopération décentralisée, etc. Mais où est la part de l'État dans ce paysage-là aujourd'hui? C'est un devoir. Et c'est ça que nous voulons, qu'on arrive à faire en sorte que ces leviers-là puissent être utilisés. Chab Touré, est-ce qu'il y a suffisamment dans le pays des espaces ou des moyens pour la promotion, la vulgarisation des créations? Quand je dis des espaces, par exemple, des salles de ciné partout dans le pays, des salles de spectacle, comment cela se présente aujourd'hui? Avant de répondre à la question, je reviens un peu en arrière sur ce que disait Adama. C'est-à-dire, pendant longtemps, de l'indépendance du Mali jusque dans les années 90, l'opérateur culturel principal au Mali, c'était l'État. Et l'État utilise des personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire le personnel culturel de l'État malien de 1960 jusqu'en 90, c'est qui? C'est des enseignants. La plupart, ils ont une formation d'enseignants, du fondamental ou du secondaire, qui à un moment donné, leur propre passion pour l'art ou la culture leur a permis de s'investir dans le domaine de l'appui à la création. La plupart des artistes sont des artistes, les deux parties, c'est-à-dire les acteurs culturels, c'est-à-dire les opérateurs de l'État. L'État opère avec des gens qui n'ont pas de formation artistique, qui n'ont pas de formation culturelle, et les artistes qui sortent de l'INA, jusque dans les années 80, fin 80, ce n'étaient pas des gens qui étaient à l'INA pour devenir des artistes. On formait des enseignants dans des matières artistiques pour l'enseignement fondamental et secondaire. Il n'y avait pas d'artistes, aucune politique, il n'y a jamais eu de politique culturelle et artistique au Mali, comme le nom l'indique. À partir des années 90, il y a eu des acteurs culturels privés, c'est-à-dire, pour la plupart des artistes. Ce monsieur est un artiste à l'origine. Adama Traoré est sorti de l'INA, comédien de son état. Comme beaucoup d'autres. Alioune Ifranja, il est sorti de l'école normale en histoire géo. Moi, Chab Touré, j'ai fait une maîtrise en philosophie avant de faire un DSS en gestion des entreprises culturelles. Nous sommes un lot. Moi, je suis rentré dans la culture par l'enseignement de la philosophie à l'INA. J'ai fait une formation en gestion des entreprises culturelles en 91. Je fais partie des premiers acteurs, opérateurs culturels indépendants de l'État. C'est à la faveur de la démocratie que les associations culturelles ont été créées. Eux là, ils sont rentrés là-dedans à partir des années 94. Quand tu rentres dans le domaine culturel par l'action privée, tu ne peux pas faire ce que l'État doit faire. Tu vas faire ce que tu peux faire et ce que toi tu as envie de faire et que tu peux te donner les moyens de faire. Donc aujourd'hui, en réalité, ce que les gens ne disent pas, c'est que le rôle de l'État actuel, depuis 1991, le rôle de l'État devrait être autre chose que d'être opérateur. S'il a été opérateur jusqu'en 1990, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres opérateurs. Aujourd'hui, il y a des opérateurs outillés qui ont une formation, qui savent ce qu'il faut faire. Et cette autre chose peut être quoi? L'autre chose, c'est la politique. C'est-à-dire, c'est l'État qui définit quelle est la politique culturelle
qui va permettre au Mali de satisfaire à la fois aux demandes des populations, mais aussi à la formation des acteurs et des artistes, et les aider à proposer au Mali, au peuple malien et au monde ce que nous pouvons produire au niveau artistique et culturel. L'État formalise et l'État élabore des politiques avec des expertises qui peuvent être privées, qui peuvent être indépendantes, mais l'État élabore. Mais lorsque l'État se positionne comme un opérateur culturel, il n'en a pas les compétences. Et nous, en tant qu'acteurs privés, il mange dans notre plat. Et on a l'impression que c'est un milieu concurrentiel entre les acteurs culturels et l'État. Voilà. À l'Unifrondiaï, comment se vont aujourd'hui les œuvres culturelles du Mali, au Mali ici et à l'extérieur? Est-ce que ça se vend bien? C'est le premier problème de la culture aujourd'hui. C'est-à-dire les artistes, ils ne peuvent pas vivre de leur art parce qu'ils n'ont pas de marché intérieur de la culture. Ceux qui ont la chance de bénéficier d'un management de l'étranger, ils sortent parce qu'il y a un marché international dans lequel ils peuvent plus ou moins proposer leur œuvre. Mais au Mali, un artiste, il ne peut pas. Moi, je prends ma dernière œuvre qui est cinématographique, Tan. On a investi un peu plus de 400 millions dans la production. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas 12 millions de recettes après 2 ans d'exploitation. Comment vous voulez qu'on vive de ça? Et ça, cette réorganisation structurelle, seul l'État peut le faire aujourd'hui au Mali. Et partout dans le monde, d'ailleurs, les États-Unis subventionnent la culture, mais ça ne se voit pas. Mais les dizaines de millions de salles de cinéma, plus ou moins subventionnées par l'administration américaine, c'est une subvention directe à la culture. Parce que ces salles de cinéma existantes, tu peux mettre $1 milliard dans la production d'un film et d'être sûr qu'en 2 mois d'exploitation, tu rentres dans tes fonds. Et ça, il va falloir qu'on y travaille. Il va falloir que le rapport entre l'État et les opérateurs indépendants cesse d'être flou. Il va falloir que la structuration du budget national, supposé être le budget de la culture, cesse d'être le budget de fonctionnement de l'administration publique de la culture. Donc il y a tout un travail de réflexion, on va dire, reconstruction de l'écosystème culturel au Mali, à commencer par le budget national. Les gens se plaignent pour dire le budget national c'est 0,8% de trucs et tout, mais c'est normal parce que la manière dont c'est structuré, ils ne peuvent même pas consommer 0,8% du budget national. Parce que c'est utilisé pour le fonctionnement de l'administration publique. Ce n'est pas un budget de la culture, c'est un budget du fonctionnement de l'administration publique de la culture. Donc il va falloir qu'on travaille, qu'on articule les choses, que l'État cesse d'être le concurrent des opérateurs et des entrepreneurs culturels et qu'on articule la politique. Et à partir de là, le citoyen lambda va accéder régulièrement à la culture, à la création contemporaine de son pays. L'artiste, l'acteur culturel pourrait vivre de son travail. Et puis l'État peut gagner doublement. Doublement comment? Parce que la culture contemporaine produite régulièrement va contribuer à créer un univers symbolique moderne commun, mais aussi va générer de la richesse par une chaîne de valeur qui va faire de telle sorte que l'État, par des TVA et tout, va engranger de l'argent. Mais aussi, la chaîne de valeur va faire de telle sorte que beaucoup de métiers connexes, beaucoup de disciplines vont se développer parce qu'il y a de la culture qui existe et de façon quotidienne. Si vous prenez par exemple le festival de Tombouctou là, il y a tellement de petits métiers qui vivent bien aujourd'hui, qui génèrent des recettes, qui ont des revenus. Si on fait ça de façon quotidienne, parce qu'il y a des lieux qui existent partout et qui régulièrement, il y a de la programmation, il y a des artistes, il y a une mobilité d'artistes, je parle sur le plan national, ça va créer de l'économie, mais ça va créer aussi cet univers symbolique commun. Et on va cesser de se détester.
Parce On se déteste dedans. Ah ben oui, on a créé une société de Banyango. Parce qu'il n'y a pas une politique moderne, culturelle, qui nous prenne en charge. Eh bien, les gens définissent leur présent par des contingences du passé. Et le passé a énormément de contingences. Eh bien, on prend en héritage les différents. Et nos relations, on va les gérer par les différents. Or, si on a une politique contemporaine, avec des créations contemporaines qui parlent des enjeux concrets d'aujourd'hui, on va créer des citoyens qui définiront leur présent par le futur à construire ensemble. On va moins se détester. Je viens vers toi, Adama Traoré. Il vient de le dire, il y a ce manque de confiance entre l'État et des opérateurs, des acteurs culturels. Est-ce que cet état de fait ne viendrait pas également que certains opérateurs culturels sont un peu floutés également? Parce qu'à l'origine également, des événements se créent une fois, deux fois, et puis ça disparaît. Oui, mais il faut voir les choses. On n'est pas dans la démarche conflictuelle avec l'État. Aujourd'hui, on peut dire que les acteurs culturels maliens ont eu une certaine maturité. Simplement, ce que nous demandons, c'est que l'État arrête d'être administrateur et animateur culturel. Tant mieux aujourd'hui, avec l'évolution, nous avons de très très bons entrepreneurs culturels indépendants. Ce que nous demandons à l'État, c'est d'avoir ce rôle régalien et d'être de jouer peut-être le rôle de l'État arbitre. Vous savez, les conceptions politiques de par le monde ont des histoires. Et nous, de par notre rapport avec la France colonisatrice, qui a une conception de l'État jacobin, centralisé, nous avons eu une certaine administration de la culture de tel type. Or, ailleurs, nous avons, dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse, c'est reposé beaucoup sur la décentralisation. C'est-à-dire, ce sont les régions qui définissent. Il y a le concept anglo-saxon, British Council, ou les conseils nationaux des arts au niveau du Canada ou des États-Unis, qui est aussi une conception où l'État est arbitre. Et l'État permet à ce moment-là de mobiliser des moyens et de donner aux acteurs culturels qui s'organisent entre eux et qui répartissent selon des critères bien définis, ces moyens à leur pair. Donc, c'est à nous aujourd'hui d'avoir un courage que l'État dise « Ok, voici l'option que je voudrais prendre » et on se fait confiance et on travaille là-dessus. Pourquoi des actions qui deviennent des coups de paix? Mais c'est évident, c'est la façon dont c'est organisé. Si vous prenez les différents programmes de l'Union européenne pour appuyer la politique culturelle du Mali, et au résultat de cela, aujourd'hui, on va voir que ça a été mal utilisé, tous ces moyens-là. C'est ce qui explique qu'à un moment donné, parce que l'Union européenne avait amené ces moyens, que des acteurs, entre guillemets, autoproclamés, ont eu des subventions pour faire une manifestation qui n'a pas duré. Parce que déjà, il n'y avait rien derrière. Il y avait le vernis, tu le grattes, il n'y avait rien derrière. Voilà. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, les bruits de fond que vous entendez font partie du décor de cette émission qui se passe sur le site du festival Vivre Ensemble à la place Flamme de la Paix, 6 au quartier Abaradjou à Tumboutu. À l'Unifrandiaï, Chab n'a pas répondu à ma question, mais je viens vers toi. Tantôt, vous l'avez dit dans vos propos que le film Tan pour la diffusion n'a pas généré autant d'argent. Mais est-ce que ce n'est pas dû également qu'il n'y a pas de lieu de diffusion également dans tout le pays? Mais c'est ce que j'avais dit en disant qu'il n'y a pas de marché intérieur de la culture. C'est-à-dire aujourd'hui, il doit y avoir un réseau sur l'ensemble du territoire qui va permettre quotidiennement au public malien, aux citoyens maliens d'accéder à la culture. Mais pourquoi ces salles de ciné ne vivent plus? Parce que c'est de la responsabilité de l'État de l'organiser, de le financer et de le mettre dans un cadre juridique. Un privé ne peut pas investir ne peut pas avoir ce niveau d'investissement parce que ce n'est pas rentable financièrement.
c'est rentable sur le plan, comme je vous ai dit, intellectuel. Ça permet de créer et d'entretenir un univers symbolique commun. Ça va permettre d'installer la diffusion culturelle et artistique dans une économie viable. Mais ce n'est pas une économie de marché. Et c'est l'État qui doit avoir cette responsabilité, comme l'État subventionne l'éducation. Par exemple, il y a des lycées privés qui bénéficient, par exemple, de la subvention de l'État. Il doit y avoir des établissements de création et de diffusion artistique qui bénéficient d'une manière organisée de la subvention de l'État et qui va constituer un marché intérieur pour les artistes et les acteurs culturels. Et ça, il est urgent qu'on mette ça en place. Chaptouré, est-ce que, d'après ce qu'il vient de le dire, il y a ce problème de diffusion pour que les œuvres culturelles soient accessibles à la population? Et comment faire également au niveau de pour que la population également ait l'intérêt pour les créations maliennes? C'est très simple. En fait, il y a deux déficits. Il y a le déficit dont parle Alioune, qui est le déficit de l'État. Mais il y a aussi le déficit qui engendre au niveau des créations le problème du manque de l'État. C'est-à-dire faire en sorte que les populations s'intéressent à ce qu'on produit artistiquement et sur le plan culturel, ça suppose que les gens ont les moyens de s'occuper de ça. En fait, quand tu prends le schéma du départ que je te disais, c'est-à-dire la création, la formation, la création et la diffusion, mais c'est trop lourd pour qu'un acteur culturel puisse s'en occuper tout seul. Et on a l'impression qu'en fait, la culture, personne ne sait ce que c'est au Mali. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un ministère de la culture, il y a toujours eu un ministère de la culture, et qu'on ne sait pas qu'un ministère de la culture, c'est comme un ministère de la santé ou un ministère de l'agriculture, et que c'est fondamental. C'est-à-dire, ce n'est pas du divertissement, la culture. Et d'ailleurs, qui définit la partie de la culture dont l'État doit prendre la charge? C'est au niveau de la santé, comme il l'a dit, ou de l'agriculture. Il y a des politiques qui définissent le rôle de l'acteur État et de l'acteur privé. Mais il n'y a que dans le domaine de la culture où il n'y a pas de politique. Et on ne demande pas à un ministre de la Culture d'avoir une politique culturelle. Mais comment vous pouvez imaginer on est heureux déjà d'avoir ce qu'on a? C'est-à-dire, franchement, si les Maliens savaient ce qu'il y a derrière la proposition faite par les acteurs, par des gens comme Salah, Maïga ou Alioune ou Adama, s'ils savaient ce qu'il y avait derrière comme frustration et comme nuit d'insomnie, mais ils allaient comprendre qu'en fait la culture, si on veut que la culture, on dit souvent au Mali que le Mali est un grand pays de culture. C'est ce que je me demande des fois, je me dis, mais pourquoi le Mali est un grand pays de culture et c'est le pays dans lequel la culture n'a pas de politique? Alors, on me dit qu'il reste 5 petites minutes pour clore cette émission. Vous avez brossé les différents problèmes. Manque de politique, financement, problème également de lieu pour la diffusion des créations maliennes. Aujourd'hui, s'il faut redynamiser ce secteur-là, les problèmes sont nombreux. Par où devrions-nous commencer? Une dernière question. Chacun va donner sa solution. Et Alioune, on commencera par toi. Moi, je dis qu'il faut un marché intérieur de la culture, des lieux de diffusion sur l'essentiel du territoire, et organisés en réseau, subventionnés, et permettre aux créateurs, aux acteurs culturels de bénéficier de ce marché intérieur. Ils vont pouvoir vivre de leur œuvre. Et le fait de produire régulièrement, parce qu'ils ont un marché entre griffes, le niveau d'exigence de la créativité va s'élever. Le citoyen malien, quotidiennement, va accéder à des œuvres de qualité. Et aussi, en accédant à l'œuvre de qualité, son capital culturel va être moins pauvre. Parce que c'est le capital culturel d'un individu qui définit son niveau de tolérance, son intelligence émotionnelle et sa capacité de coopérer. Et plus ton capital culturel est pauvre, plus tu deviens méchant, tu deviens Bagningo.
Espérons que nous n'allons pas devenir tous Banyango. Chaptouré, votre recette pour redynamiser ce secteur-là, par où devrons-nous commencer? Ce n'est pas une recette. Moi, c'est juste que les acteurs, les trois acteurs, il y a trois acteurs. On n'a parlé que de l'acteur État et de l'acteur privé, mais il y a l'acteur collectivité. Il y a eu une décentralisation au Mali depuis les années 91 qui n'a pas fini de régler le problème de la décentralisation de la culture. De même qu'il n'y a pas de politique culturelle, si on commence par donner aux collectivités un pouvoir et des moyens culturels, et on réunit les collectivités, les acteurs privés et les acteurs de l'État, et qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on se parle franchement, on tombe les masques, on se parle franchement, je pense qu'on va déjà régler 90% des problèmes culturels du Mali. Adama Traoré, la dernière réaction sera pour vous. Moi, je pense qu'une industrie culturelle, souvent, on oublie que dans l'industrie culturelle, c'est l'usine. Et vous ne verrez jamais dans aucun pays du monde une usine avec un seul corps de métier. Il faut arriver à faire en sorte que tous les corps de métier existent dans le domaine de la création, de la culture, et qu'en plus de cela, on ait une législation très rigoureuse qui protège les droits et les droits voisins et toutes les formes de droits d'auteur. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission du Grand Dialogue qui se tenait à Tombouctou en marge du festival Vivre Ensemble. Nos invités étaient tous des acteurs culturels à l'Unifondiaï de Blomba, Chaptouré, ingénieur culturel, Adama Traoré de Acte 7. Cette émission réfléchissait sur le rôle et la place de la culture et comment se porte même en général la culture dans le pays. À la régie son et vidéo, il y avait Gagny Kanté et Adjaratou Traoré. Cette émission a été réalisée par Imirana Kilo Maïga. La présentation, c'était Maria Maïga. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.